je vous l'ai dit, Marc, c'est un très très grand expert de cette théorie des verres de spin. Je suis très heureux qu'il ait accepté de venir, et donc je lui donne la parole. C'est un nom incontournable dans ce genre de vidéo. Merci Bernard. Très content de venir parler pour vous d'un aspect de la théorie des verres de spin qui a été le développement de la méthode de cavité. Alors la méthode de cavité, c'est une très longue histoire et avec beaucoup de ramifications, y compris dans les années récentes, des ramifications du côté des algorithmes. Et donc, comme c'est une histoire longue et un petit peu complexe, j'ai hésité à savoir comment m'y prendre. Et ce que je voudrais faire, c'est prendre quand même une approche relativement chronologique, en commençant par parler de la méthode de cavité appliquée au modèle SK. C'est là où elle a été inventée. Elle a été inventée pour proposer une autre solution au modèle SK. Et donc je vais faire ça au tableau pendant peut-être les 2/3 du séminaire. Et puis ensuite, je prendrai les transparents pour vous donner un petit panorama des applications en dehors des verres de spin, qui sont très importantes, mais voilà, très vastes aussi. Donc, un petite mise en perspective sur l'histoire de tout cela. Donc, en partant de là où s'est arrêté Bernard aujourd'hui, je sais que tu vas le faire la prochaine séance, mais bon, en gros, à partir de cette situation dans laquelle il y avait à la fois donc ce modèle de Sherrington-Kirkpatrick, une solution avec la méthode des répliques symétriques dans les répliques, mais qui a des pathologies très claires, et puis cette notion du fait que cette solution symétrique devient instable à une certaine température. Donc à partir de là, Parisi, dans une série d'articles, série de 4 articles en 79 et 80, a proposé une solution qui consiste à trouver cette fameuse matrice QAB, cette matrice avec n-1 sur 2 éléments, à inventer une structure de cette matrice qui fournit une solution du modèle SK, qui est une solution qui est stable ou marginalement stable et qui n'a aucune des pathologies de la solution de Sherrington et Kirkpatrick. Et cette solution s'est avérée exacte. Il a fallu un certain nombre d'années pour que mathématiquement on puisse confirmer que c'était exact, mais c'est le cas. Alors, c'est à la fois, je ne sais pas comment Bernard le présentera, la méthode des répliques, et quand on fait la brisure de symétrie des répliques à la Parisi, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est-à-dire que tout est caché, toute la physique du problème est contenue dans une matrice n par n, avec n qui tend vers 0. Alors c'est un objet évidemment mathématiquement très subtil, dans lequel qui peut contenir beaucoup de choses, la preuve, mais ça reste très mystérieux. Et je crois qu'on peut dire légitimement que la brisure de symétrie des répliques, avec la méthode des répliques elle-même, reste très mystérieuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, jusqu'à présent, personne n'a su fournir un cadre mathématique cohérent pour développer la méthode des répliques avec brisure de symétrie des répliques. Et ce qu'on a fait très tôt, donc, c'était d'essayer de proposer une autre méthode qui est le même contenu que la méthode des répliques, mais où toutes les hypothèses cachées, soigneusement cachées, enfouies presque dans cette structure d'une matrice 0 par 0, devenaient explicites. Et que du coup, on pourrait arriver à la transformer en une méthode mathématique. Donc, en gros, il y a eu deux étapes, je dirais, avant de pouvoir construire à proprement dit la méthode de cavité. La première étape, ça a été comprendre le contenu physique de la solution de Parisi.
Et ce contenu physique, ça correspond au fait qu'il y a dans l'espace des états, il y a un fractionnement de cet état en un certain nombre d'états purs, chacun correspondant à une solution différente des équations TAP qu'a montré Bernard tout à l'heure. Et donc, il y a une multiplicité de solutions. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'états d'équilibre possibles pour le système. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, ces états d'équilibre sont organisés dans une structure hiérarchique qui est une structure qu'on appelle ultramétrique, donc une organisation géométrique très particulière. Et troisièmement, la distribution de leurs énergies libres, l'énergie libre de chacun de ces états purs, est également très, très spécifique et est exponentielle. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais c'est en se basant sur l'analyse de ces trois propriétés physiques qui sont de nouveau assez cachées dans la structure de la matrice, il a fallu du temps pour arriver à comprendre ça, qu'on a proposé avec Parisi et Virasoro en 1986 la méthode de cavité. Donc, qui va reposer sur exactement les mêmes hypothèses qui sont cachées dans l'ansatz que propose Parisi pour cette matrice n par n, mais en les explicitant, et elle est basée sur une idée de stabilité de la limite thermodynamique. Donc, au départ, la manière dont on s'y prend, c'est de regarder un système de n spin, S1, Sn, et puis de lui rajouter un nouveau spin. Et donc on va passer d'une situation où on a nos n spins, ils ont une certaine loi de probabilité, Pn, et puis si on regarde l'ensemble ici, évidemment quand on fait ça, on rajoute des nouveaux couplages, qui sont les couplages entre le nouveau spin S0 et les anciens spins Si. Donc ça c'est un couplage J0I. Et on a une loi de probabilité n plus 1 de S0, S1, Sn. Et l'idée de la méthode de cavité va être d'essayer de suivre l'évolution de cette loi de probabilité. Donc ces lois de probabilité, c'est les lois de Boltzmann, hein, c'est simplement Pn de, j'appelle S la configuration globale, c'est 1 sur Z avec n spin, exponentielle moins bêta, l'énergie Sk, qui a été définie tout à l'heure, de la configuration de S-spin. Et puis là, c'est la même chose. Donc, quand on regarde ça, la première chose qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe sur le nouveau spin. Donc, le nouveau spin voit un champ local. Si j'ai une certaine configuration S qui est S1, Sn pour les n autres spins, S0 voit un champ magnétique H, qui est somme sur I, égale 1 jusqu'à n de J0I, SI. Et donc, la loi de probabilité de S0 connaissant H, ça c'est facile, c'est exponentielle bêta H S0 divisé par deux fois une constante de normalisation qui est deux fois la cosinus hyperbolique de bêta H. Donc ça c'est très simple, c'est à partir de cette égalité-là qu'on dérive la première identité dont Bernard parlait tout à l'heure, celle qui nous dit que la valeur moyenne de S0, c'est la valeur moyenne du tangente du champ sur S0. Et on peut s'interroger maintenant, ce champ-là, il dépend de la configuration des n spins. Et donc, on va se dire, par rapport à la loi P indice n, ça va induire quelle est la distribution de probabilité du champ local H. Alors ça, c'est assez facile, parce que c'est une somme d'un grand nombre de termes, avec des variables aléatoires, et donc on peut calculer la valeur moyenne de H dans le système à n spin. J'appelle n la valeur moyenne comme ça, c'est la valeur moyenne avec la loi P indice n.
Donc ça, c'est facile, c'est somme sur I, J0I, valeur moyenne de SI dans le système à n spin. Et puis, on peut regarder le deuxième moment. Et on va trouver somme sur I et J, J0I, J0J, valeur moyenne de SI, SJ dans le système à n spin, moins valeur moyenne de SI, valeur moyenne de SJ, toujours dans le système à n spin. Donc ça, c'est des identités. Et c'est là qu'il va y avoir je disais, les propriétés physiques cachées dans la matrice. Là, elles apparaissent très explicitement dans la méthode de cavité. Et dans la méthode de cavité, la première hypothèse qu'on va faire, c'est de supposer que cette fonction de corrélation est petite, quand I est différent de J. On va supposer que c'est d'ordre 1 sur racine de n. Alors pourquoi c'est comme ça? D'abord, c'est une hypothèse qu'on va pouvoir ensuite tester de manière autocohérente. On introduit pour cela ce qu'on appelle la susceptibilité vers de spin, qui est 1 sur n, somme pour I différent de J, de valeur moyenne de SI SJ, moins le produit des valeurs moyennes, au carré. Et ce qu'on va montrer, c'est que, au moins dans une certaine partie du diagramme de phase, cette quantité-là, qui est donc définie comme la susceptibilité vers de spin, est finie. Et donc, si elle est finie, ça va tout de suite nous donner le résultat sur l'ordre de grandeur de chacun des termes. Alors ça, c'est la susceptibilité vers de spin parce que c'est la généralisation à la question des vers de spin de la susceptibilité magnétique. Qu'est-ce qui se passe quand on applique un champ dans un système magnétique? On a une susceptibilité qui est reliée à une fonction de corrélation. Donc d'habitude, c'est simplement SI-SJ moins le produit des valeurs moyennes. Et là, c'est le carré qui apparaît parce que dans un vers de spin, il y a des champs aléatoires. Et donc, on peut facilement se convaincre que c'est ça la bonne généralisation de la susceptibilité pour un système vers de spin. Alors, du coup, comme on a supposé que cette fonction de corrélation était petite, on voit que les termes I différents de J ici, J0I et J0J, c'est des variables aléatoires indépendantes. Elles ont des signes aléatoires. Et donc, vous voyez que la somme pour I différent de J, c'est une somme de n carré termes. En fait, n-1 termes, et qui sont tous d'ordre, alors j'ai un 1 sur racine de n qui vient d'ici, un 1 sur racine de n qui vient du deuxième J, et un 1 sur racine de n qui vient de la fonction de corrélation, et ils sont d'ordre 1 sur n puissance 3,5. Et comme ils ont des signes aléatoires, la somme de n carré termes avec des signes qui sont plus ou moins 1, c'est quelque chose qui est d'ordre la racine du n carré qui est ici, donc ça fait n fois n puissance moins 3,5, donc c'est négligeable. Et donc, cette chose-là est dominée par I égale J, et pour I égale J, c'est somme sur I, J0I au carré. SI carré, ça vaut 1, moins valeur moyenne de SIN au carré. Et ça, quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers 1 moins la valeur moyenne de S carré moyen, valeur moyenne sur tous les échantillons, qu'on appelle un moins Q. Donc, attention, c'est la valeur moyenne de l'aimantation, la moyenne de S au carré, moyennée sur les échantillons. Donc, on a cette distribution du champ local, et comme le champ est une somme d'un grand nombre de termes, le théorème de limite centrale nous dit qu'il a une distribution gaussienne. Et donc, on connaît, dans tous ces détails, la loi de distribution du champ H. C'est un champ qui est dans un système à n spin, avant d'avoir ajouté le S0. Le champ H, qui est somme de J0I SI, il vaut, c'est une loi de distribution gaussienne, et qui est donc exponentielle moins H moins sa valeur moyenne,
donné ici, divisé par 2 fois 1 moins q, qui doit être normalisé. Racine de 2pi 1 moins q. Donc ce que je fais ici, c'est que je suis en train de développer la méthode de cavité sans prendre en compte pour le moment la multiplicité des états. Je fais comme s'il y avait un seul état pur. Et on va voir après, dans un deuxième temps, on verra comment on doit généraliser cette construction au cas où il y a plusieurs états purs. Alors, l'idée de la méthode de cavité, c'est de regarder maintenant quelle est la distribution jointe dans le système avec n plus 1 spin, la distribution jointe du nouveau spin, S0, et de H. C'est très facile, on connaît la distribution de H, on connaît la distribution de S0 connaissant H, on fait le produit des deux, et donc on va trouver une certaine constante de normalisation que j'appelle petit z, exponentielle moins H moins sa valeur moyenne au carré sur 2 fois 1 moins q plus bêta h S0. Alors ça, c'est très bien. Donc ça, c'est la loi jointe du nouveau spin et du champ local sur le nouveau spin. D'accord ? Donc on a une variable qui prend les valeurs plus ou moins 1 et une variable réelle. Donc on sait calculer plein de choses avec ça, c'est très facile. Et on peut en particulier calculer la valeur moyenne de S0 dans cette loi Pn plus 1. Et on trouve, c'est très facile à faire, on trouve tangente hyperbolique de bêta fois la valeur moyenne de h dans le système à n spin. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à, si je l'écris explicitement, c'est tangente hyperbolique de bêta, somme sur i, J0i, valeur moyenne de SI dans le système à n spin. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'équation de champ moyen naïve que la première qu'a écrite Bernard tout à l'heure, en disant après qu'elle ne s'appliquait pas au modèle SK. C'est-à-dire qu'on a l'aimantation sur le site S0 qui est tangente bêta, la somme de tous les couplages, fois les aimantations sur les sites I. Mais il y a une différence, c'est que celle-là, c'est dans le système à n spin, et celle-là, c'est dans le système à n plus 1 spin. Et c'est quand on prend en compte cette différence qu'on va pouvoir retrouver les équations TAP. Donc c'est pour ça que c'est la méthode de cavité, c'est-à-dire que ce qu'on a fait là, c'est qu'en fait, on regarde un champ de cavité, on regarde un champ qui est créé sur S0 en l'absence de S0. Ça, c'est le champ H dans du système à n spin. Et ensuite, on va devoir être assez attentif à savoir qu'est-ce que c'est que le nouveau champ dans le système à n plus 1 spin. Et c'est ça le deuxième calcul qu'on peut faire. Ça, je peux calculer avec cette loi jointe ici, je peux calculer la valeur moyenne de H dans le système à n plus 1 spin. Et ça, je trouve que c'est valeur moyenne de H dans le système à n spin plus bêta 1 moins q, valeur moyenne de S0 dans le système à n plus 1 spin. Je ne fais pas ces calculs explicitement, mais c'est tout à fait trivial. Hein. C'est une loi de probabilité avec deux variables, une variable binaire, une variable continue. On calcule ça, c'est vraiment très très simple. Et donc, ces deux équations, c'est vraiment le pilier de l'itération, de la compréhension de ce qui se passe quand on passe d'un système à n spin à un système à n plus 1 spin. La première chose qu'on peut faire, c'est prendre ici le champ, la valeur moyenne du champ dans le système à n spin et l'exprimer en termes de propriété du système uniquement à n plus 1 spin. Et ça, je peux le remettre là-dedans et je vais trouver une équation qui est justement
Je prends Hn ici, c'est égal à Hn plus 1, moins bêta, 1 moins Q, fois l'aimantation sur le nouveau site, N plus 1. Alors ça, c'est une équation qui est très, très jolie. Et on se rappelle que Hn plus 1, c'est maintenant la somme de J0i SI N plus 1. Et donc ça, c'est une équation qui me couple toutes les aimantations dans un système à N plus 1 spin. Donc je peux oublier que je l'ai construit en isolant un spin, etc. etc. Ça n'est rien d'autre que l'équation TAP. D'accord ? Ça me dit que je pourrais ici mettre SI dans un système à N plus 1, et j'aurais TH bêta somme de JJ SJ dans N plus 1, moins bêta 1 moins Q, SI dans N plus 1. Ça, c'est les équations TAP, exactement. Donc c'est une des façons de l'obtenir. L'autre façon, la façon historique, je crois, de TAP, même si ça n'est pas explicité dans leur article, mais ils le disent un peu en footnote, était d'utiliser plutôt le fait de le faire sur un arbre, comme tu l'as dit toi. Mais ça, c'est une méthode alternative qui est, que j'aime bien, elle est assez explicite. Alors, juste une parenthèse avant de passer à la brisure de symétrie des répliques. Cette équation-là, je l'appelle l'équation 1, l'équation 2, et l'équation 3, c'est TAP. Alors, l'équation 1, on peut regarder maintenant ce qui se passe quand on varie, quand on fait la statistique sur les J. Donc vous voyez que la première équation, bien, maintenant, vous pouvez regarder quelle est. Donc, ça, c'est une certaine variable que je vais appeler U. Et la valeur moyenne de U, si je moyenne maintenant sur les couplages, la valeur moyenne de U, c'est 0. Et la valeur moyenne de U carré, eh bien, c'est dominé de nouveau, il y a une somme sur I et J, c'est dominé par le terme I égale J. Ça fait somme sur I de J0I carré SIN au carré. Et ça, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'overlap Q qui est toujours 1 sur n, somme sur i de SI carré, qui est auto-moyennant, qu'on peut le moyenner sur les échantillons aussi. Et donc, on voit qu'on a ici une variable U qui devient gaussienne à cause du théorème de limite centrale, et avec une variable qui a une distribution gaussienne, donc la loi de distribution de U, c'est égal à exponentielle moins U carré sur 2Q. Et donc, si je regarde maintenant quelle est la valeur moyenne de S0 carré, moyennée sur les échantillons, ça par définition ça doit être justement Q, et je vois que c'est la valeur moyenne du TH carré bêta U. Et donc c'est intégrale du, P de U, tangente carré, tangente hyperbolique au carré, bêta U. Et donc ça me donne une équation qui est Q égale intégrale du exponentielle moins U2 sur 2Q, tangente carré bêta U. Et ça, c'est l'équation de Sherrington-Kirkpatrick. C'est l'équation symétrique dans les répliques. Donc vous voyez que essentiellement, alors il y a quand même, disons, la méthode de cavité, quand elle est faite comme ça, elle repose sur un certain nombre d'hypothèses qui sont des hypothèses de stabilité thermodynamique à n grand. En particulier, je suppose que cet objet-là a une bonne limite quand n tend vers l'infini. Je
suppose que les propriétés statistiques du système à n+1 sont les mêmes que celles du système à n spin. Et toute la subtilité des constructions mathématiques qui reposent très largement sur la méthode de cavité va être de démontrer toutes ces histoires de stabilité. En fait, la méthode de cavité, on peut la voir comme une équation de récurrence, si vous voulez. On passe de n à n+1. Mais c'est une récurrence qu'on ne sait initialiser que pour n très grand, puisque les hypothèses sur le système à n spin sont des hypothèses qui reposent sur le fait que n est très grand, puisqu'on utilise tout le temps le théorème de limite centrale, etc., etc. Et donc, il va falloir pouvoir montrer d'une part l'existence d'une solution stable quand n tend vers l'infini, ce qui était dit tout à l'heure, le fait que log z a bien une limite quand n tend vers l'infini, le fait que les overlaps ont une limite, que la densité d'énergie a une limite, et d'autre part, trouver des bonnes bornes pour montrer que les hypothèses sur le système à n spin sont valables quand n est suffisamment grand. Voilà. Ça va être ça un petit peu la grande ligne de la démarche développée par Talagrand, Panchenko, etc., etc. Alors, donc, vous allez me dire, mais c'est très beau, on a fait tout ça, mais on retrouve cette solution de SK dont on sait qu'elle est fausse. Voilà. Oui, mais la très bonne chose, c'est qu'on connaît la seule hypothèse, en fait, qu'on a, bon, à part ces hypothèses de stabilité de la limite thermodynamique, que je ne vais pas discuter, mais la seule vraie hypothèse qu'on a faite, c'était cette hypothèse que la susceptibilité vers de spin était finie. L'hypothèse qui nous a permis d'arriver à ça, c'était 1 sur n, somme pour i différent de j, SI SJ moins SI moins le produit des valeurs moyennes, carré, est fini. Ça veut dire que c'est une hypothèse qui repose sur le fait que les corrélations sont faibles. Alors c'est cette hypothèse-là qu'il va falloir remettre en cause, et on va la remettre en cause en supposant une structure plus compliquée. Donc d'abord, d'une part, toute cette solution, elle est juste, on pourrait rajouter le champ magnétique, et elle est juste au-dessus de la ligne de Almeida-Thouless, c'est-à-dire que si je rajoute un champ magnétique extérieur, une température, on a cette ligne de Almeida-Thouless, et toute cette solution-là est OK au-dessus de la ligne de Almeida-Thouless. Et on peut montrer... Ah oui, alors, excusez-moi, j'aurais dû dire que dans la méthode de cavité, comment on prouve l'autocohérence de ce qu'on fait? C'est qu'au lieu de rajouter, dans un système à n spin, je rajoute un spin, au lieu d'en rajouter un, je vais en rajouter deux. Et je vais calculer la fonction de corrélation de ces deux spins. Et je vais calculer cette fonction de corrélation moins le produit des valeurs moyennes au carré, moyenné. Et je vais avoir une relation d'autocohérence qui va me permettre de calculer ce qui. Et en faisant ce calcul, on montre que c'est justement précisément au-dessus de la ligne de Almeida-Thouless que c'est autocohérent. Alors, je ne vais pas faire le calcul, il est un petit peu compliqué. Il revient à faire cette méthode de cavité en faisant attention aux deux spins. Ils ont un couplage aussi maintenant. Donc au lieu de rajouter un spin, j'en rajoute deux. J'ai maintenant deux champs locaux. J'ai le champ sur S0, le champ sur S0'. Donc je vais avoir une loi avec le champ sur S0, le champ sur S0', S0, S0'. Je vais avoir un Pn plus 2 de ça. Et à partir de ça, je vais calculer la valeur moyenne des S0, S0'. Soustraire le produit des valeurs moyennes, prendre le carré, et moyenner sur les couplages. Et ça me donne une relation d'autocohérence. Et donc, on peut calculer la susceptibilité vers de spin. On trouve qu'elle est finie ici, et elle diverge exactement sur cette ligne-là. Donc, au moins, je dirais qu'à partir de là, on a déjà une région du diagramme de phase où on est confiant, disons, que tout va bien. Ça veut dire que c'est aussi la solution SK qui est correcte dans toute cette zone-là. Mais on a aussi une idée de ce qui ne va plus quand on est dans la phase basse température. Et dans la phase basse température, ce qui ne va plus, ça va être justement cette hypothèse-là, puisque quand on essaye de la calculer, on voit que ça diverge. La susceptibilité vers de spin diverge quand on s'approche de la ligne. Et donc, on va
je vais juste esquisser, parce que développer l'ensemble de la méthode de brisure de symétrie de réplique dans ce cadre-là est un processus un peu long, à mon avis très, très utile pour bien comprendre ce qui se passe, mais long à faire et encore plus au tableau. Mais je vais vous dire ce qui se passe quand on fait maintenant l'équivalent de ce qu'on appelle one step RSB, c'est-à-dire un pas de brisure de symétrie des répliques. Donc en fait, dans un système où on a un pas de symétrie, une brisure d'asymétrie des répliques, ce qu'on suppose, c'est que la mesure de probabilité, Pn de S, elle n'a pas cette propriété d'avoir des corrélations faibles, si on la regarde globalement, mais par contre, elle se décompose en une somme de mesures telle qu'à l'intérieur de chacune d'elles, on aura les corrélations qui tendent vers, qui sont petites. Alors ça, c'est pas... Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a un cas dans lequel on peut le faire de manière extrêmement simple pour se convaincre qu'il y a une physique de ce genre-là. C'est si on fait simplement le système ferromagnétique. Le système ferromagnétique à basse température, il peut développer soit une phase aimantée positivement, soit une phase aimantée négativement. Et en fait, si vous regardez la mesure d'un vrai système ferromagnétique à basse température, à cause de la symétrie plus-moins, la mesure ferromagnétique va se décomposer en deux mesures équivalentes, qui est la mesure plus et la mesure moins. Celle-ci, c'est celle où les spins en majorité pointent vers le haut, et les autres, les spins pointent vers le bas. L'aimantation totale ici vaut m, ici l'aimantation totale vaut moins m. Et quand on regarde attentivement, la fonction de corrélation connexe tend vers 0 à l'intérieur d'un état, d'un de ces deux états. Il y a deux états, il y a l'état plus et l'état moins. Fonction de corrélation connexe tend vers 0 à l'intérieur d'un état. Mais si je prends la mesure globale, la fonction de corrélation connexe à longue distance, elle ne tend pas vers 0, elle tend vers m carré. Et donc on a un cas là où on peut vraiment mettre les mains sur cette question-là, et sur le fait que la décroissance des corrélations à grande distance apparaît seulement si on est à l'intérieur d'un état pur. Donc ça, c'est une hypothèse. On va en plus dans cette hypothèse, et ça, c'est de nouveau des choses, tout ça est caché en fait dans la méthode des répliques. Dans l'ANSATS de Parisis, quand on fait l'ANSATS à un pas de brisure, il y a tout ça qui est caché dedans. On suppose également que si je regarde donc la valeur moyenne de SI dans l'état alpha, j'appelle ça MI alpha, je vais avoir la propriété suivante, somme sur I de MI alpha carré. Ça a une certaine valeur Q1 qui est indépendante de alpha. Tous les états ont la même polarisation moyenne. Et ce qu'on appelle l'overlap entre les états, c'est-à-dire le produit scalaire des vecteurs des aimantations, est égal à Q0 qui est plus petit que Q1. On va faire cette hypothèse-là sur le système à n spin. Et toute la méthode de cavité va consister à montrer que c'est vrai aussi dans le système à n plus 1 spin, en fait. Alors, c'est ce que je ne vais pas faire dans le détail, mais juste pour expliquer un petit peu l'idée. Ben maintenant, on doit faire attention, c'est-à-dire que ce que j'écrivais avant, je vais le faire maintenant dans chacun des états. J'ai une mesure caractérisée, j'ai une mesure correspondant à chacun des états. Donc là où j'avais un champ magnétique local sur le nouveau spin, ça dépend de l'état dans lequel je me place. Et si je regarde la fonction de corrélation connexe, elle va se factoriser à condition que je prenne la mesure à l'intérieur d'un état. Ce qui n'est pas vrai si je prends la mesure globale. Et donc ça vaudra 1 moins Q1. Et donc j'ai une loi de probabilité de H dans l'état alpha, qui
qui va être cette loi de probabilité qui est ici. De la même façon, je peux calculer, par exemple, toutes ces équations-là ont des indices alpha qui apparaissent. Voilà. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il en découle immédiatement que les équations TAP sont valables pour les aimantations à l'intérieur de chacun des états. Donc, une condition pour que ce scénario soit correct, c'est qu'il existe plusieurs états et que donc il existe plusieurs solutions des équations TAP. Et en fait, ce qui se passe dans le modèle Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'il y a un nombre exponentiel de solutions des équations TAP. Donc, un petit mot pour expliquer un autre ingrédient qui est quand même très très important. C'est la question de l'énergie libre. Je reviens pour un moment, une seconde, au cas où il y a un seul état. Donc oubliez les indices alpha que j'ai mis ici et regardons une quantité qui est importante, qui est combien y a-t-il de niveaux d'énergie du système à n spin entre l'énergie En et En plus DEN. Ça, c'est un nombre, des N, de En, et ça se comporte comme exponentielle bêta En, DEN. D'accord ? Ça, c'est le lien entre la température et l'entropie qui m'indique ça, avec une constante de normalisation. Et la constante de normalisation, 1 sur Z, je peux l'écrire exponentielle moins bêta F, où F est l'énergie libre du système à n spin. Et maintenant, je peux calculer combien il y a d'états dans le système à n spin qui ont une énergie En et un champ magnétique H sur le nouveau spin. Et ça vaut exponentielle bêta En moins Fn, que multiplie toujours la loi gaussienne et à partir de ça, je vais pouvoir calculer combien il y a d'états dans le nouveau système à n plus 1 spin, combien il y a d'états avec une énergie En plus 1 fixée. Pourquoi ? Parce que quand je vais passer de n à n plus 1, je vais avoir soit S0 égale plus 1, et j'aurai à ce moment-là En plus 1 égale En, j'ai perdu le signe, mais je crois que c'est moins H dans ce cas-là, et S0 égale moins 1, j'aurai En plus 1 égale En plus H. Donc en fait, ce qui se passe du point de vue des niveaux d'énergie, c'est que dans le système à n spin, j'ai une distribution exponentielle des énergies localement. Donc j'ai un niveau d'énergie ici, un autre là, c'est une loi statistique, donc ça s'accumule, il y en a de plus en plus. Et puis maintenant, quand je passe de n à n plus 1, eh bien, je vais avoir chacun de ces niveaux qui se déplacent, qui donne lieu à deux niveaux. Ici, j'avais l'énergie En, et ici, j'ai En plus H et En moins H. Et évidemment, à partir de cette loi-là et de cette itération, je peux calculer combien il y a de niveaux d'énergie à l'énergie En plus 1 dans le système à n plus 1 spin. Et ça se comporte de nouveau comme une loi exponentielle avec un petit shift, un petit décalage de l'énergie libre. Et on peut calculer
la différence Fn plus 1 moins Fn. On trouve que c'est moins 1 sur bêta log de 2 cosinus hyperbolique bêta valeur moyenne de h dans le système à n spin, moins bêta sur 2, 1 moins q. Et à partir de là, évidemment, on va trouver la limite thermodynamique, on va pouvoir en déduire l'énergie libre du système global. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a brisure de symétrie des répliques? Eh bien, c'est que pour chacun des états alpha, on aura une énergie libre F alpha, et elles vont changer. Et ça va me donner le shift, le décalage d'énergie libre quand je rajoute un spin dans chacun des états. Et en fait, il y a le dernier ingrédient que je n'ai pas encore utilisé. Ici, j'ai utilisé l'existence de beaucoup d'états et l'ultramétricité. Et il y a un dernier ingrédient que je n'ai pas encore utilisé, de nouveau, qui était caché dans la physique des matrices 0 par 0, qui est que dans un pas de brisure, le nombre d'états qui ont une énergie libre Fn, F, se comporte comme exponentielle une certaine constante, exponentielle bêta xf. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve au niveau des états le même genre de distribution que ce qu'on a au niveau des configurations. Les configurations, une distribution exponentielle bêta E, ça c'est la thermodynamique qui nous dit ça. Mais dans la structure, cachée dans la structure de la matrice de Parisi, il y a le fait que les états ont une distribution d'énergie libre exponentielle, avec ici un paramètre, bêta x. Donc on a un certain bêta effectif qui est égal à bêta x, ce qui veut dire qu'on a une température effective qui est liée à l'existence des états. Et donc, ce qui est très amusant, c'est qu'une fois qu'on a ça, de nouveau, on va pouvoir calculer la distribution des états dans le système à n spin et la distribution des états dans le système à n plus 1 spin. Et ça va être stable, ça va se reproduire. Ça va de nouveau rester exponentiel avec un shift de l'énergie libre. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la nouvelle énergie libre du système à n plus 1 spin. Donc, voilà, à peu près, disons, je voulais vous donner cette esquisse de ce qu'on peut faire avec la méthode de cavité pour le modèle SK. De nouveau, on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'en en fait, dans la construction de Parisi, au lieu d'avoir seulement des états, les états sont organisés en amas d'états, et puis il y a les amas qui ont eux-mêmes leur distribution exponentielle d'énergie libre, etc., etc. Et on construit cette solution de manière hiérarchique, en se basant toujours sur ces trois propriétés, qu'à l'intérieur d'un cluster d'états, les énergies libres sont exponentiellement distribuées, qu'on a une propriété d'ultramétricité, et évidemment qu'on a aussi une existence de nombreux états. Donc voilà, c'est une approche qui est un peu plus, qui est moins compacte, beaucoup moins compacte que celle des répliques, mais qui est beaucoup plus explicite. Et j'oubliais de dire que, bien sûr, on peut calculer aussi la susceptibilité vers de spin dans ce formalisme-là, et vérifier qu'elle va rester correcte. Et pour faire ça, il faut faire toute la hiérarchie de la brisure de symétrie des répliques, l'équivalent de la brisure de symétrie des répliques fait par la méthode de cavité. Donc voilà à peu près l'historique, je dirais, l'histoire de la méthode de cavité telle qu'elle était au moment, disons, quand on a voulu donner cette solution alternative à la méthode des répliques. J'insiste sur le fait que c'est une méthode qui a exactement toutes les mêmes hypothèses que celle de la méthode de brisure de symétrie des répliques, mais c'est explicite, si j'ose dire, et elle a le même résultat. Donc je passe sur la méthode de cavité que j'ai expliquée, avec cet élément très important qui est la distribution exponentielle des énergies libres. Je voudrais ensuite expliquer, peut-être je vais, comme le temps a passé plus vite que ce que je croyais, je vais aller directement aux algorithmes. Je voudrais maintenant passer, et je vais aller un peu plus vite, j'arrive un peu moins dans les détails,
passer à l'utilisation de la méthode de cavité dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est le cadre des problèmes de satisfaction de contraintes en général. Donc, qui est essentiellement un cas dans lequel on a des variables qui interagissent, mais pas avec un nombre n de voisins, mais un nombre fini de voisins. C'était dès qu'on a fait la méthode de cavité, on s'était posé la question de comment la généraliser au cas où il y a un nombre fini de voisins, qui est un cas plus réaliste, disons, si on veut avoir un degré d'interaction qui est fini. C'était très compliqué et c'est quelque chose qu'on est arrivé à faire un certain nombre d'années, pas mal d'années plus tard, en 2000, avec Parisi. Et ça a ouvert la porte à des applications dans des tas de problèmes. Alors, si on regarde en général, la classe des problèmes pour lesquels on a pu appliquer cette méthode, c'est des problèmes de satisfaction de contraintes dans lesquels on a des variables locales, x1, etc., jusqu'à xn, par exemple des spins, et ils interagissent sous la forme d'un produit d'un certain nombre de facteurs. Un facteur psi-a dépend de xa, qui est un k-uple de spin. Donc, pour le ver de spin, ça s'écrit vraiment comme ça, parce que ça veut dire que j'ai des interactions par paire, et donc c'est le cas k égale 2. Mais en fait, dans la zoologie des vers de spin, très tôt, les gens ont regardé des modèles de vers de spin dans lesquels il y avait des interactions à 3 spins, des interactions à 4 spins, des interactions à p spin, à k spin ici. Donc ça contient tous ces vers de spin généralisés dans lesquels on a une interaction qui, au lieu d'être simplement le JIJ SI-SJ, devient somme de JI1 IK SI1 SIK. C'est la généralisation, interaction à k spin du ver de spin. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est le cas où k est fini et où il y a un nombre de contraintes, ça je les appelle les contraintes, ces facteurs-là, donc des termes d'interaction, qui est du même ordre de grandeur, qui croît comme n, comme le nombre de spins, et non pas comme n carré. Dans le modèle SK, ça croît comme n carré, puisque toutes les paires de spins interagissent. Alors, une représentation qui est intéressante, qui est connue dans d'autres cadres, des gens qui sont intéressés à cette représentation des lois de probabilité, c'est ce qu'on appelle le graphe factoriel. Le graphe factoriel, ça va consister à dire on va chacune des variables, chacun des spins, c'est ici dans un des ronds, donc ici j'ai un modèle à 5 spins, et puis j'ai un modèle à 5 spins, et puis je mets des carrés pour les interactions. Donc ici j'ai une interaction A qui relie le spin S1, S2 et S4. J'ai une certaine fonction de S1, S2, S4. J'ai l'interaction B, c'est simplement S2, S3, etc., etc. Donc ça me donne, je dirais, la topologie de qui interagit avec qui. Et on va s'intéresser tout d'abord au cas où ce graphe serait un arbre. Et donc on va écrire des équations qui sont des équations pour résoudre, on sait résoudre, ce que je prétends, c'est qu'on sait résoudre exactement ce problème, quels que soient les facteurs, en temps polynomial, en temps en fait linéaire dans le nombre de variables, on sait calculer la fonction de partition, les aimantations locales, etc., quand ce graphe-là est un arbre. Et on aura, dans un certain nombre de problèmes, une classe large et importante de problèmes, sont des problèmes dans lesquels le graphe n'est pas forcément un arbre, mais il est localement un arbre. Et quand il est localement un arbre, par exemple, les graphes aléatoires ont cette propriété. Si vous prenez un graphe aléatoire de R de Shreni et que le degré moyen est fini, à ce moment-là, la taille typique des boucles, quand je regarde un site, il existe des boucles qui vont revenir sur ce site, mais la longueur typique, c'est d'ordre log n. Donc il n'y a pas de boucle petite. C'est ce qu'on appelle un graphe localement en arbre. Donc l'idée de la résolution exacte de ce problème-là, ça va être de creuser des cavités, justement. C'est vraiment une méthode de cavité. Et donc, on va définir quelque chose qui est la probabilité de la variable x1 en l'absence de la contrainte A. Et ça va être quelque chose qui sera un message, que j'appelle le message envoyé par 1 à A,
M1 vers A de x1, et ça consiste à dire, moi, variable x1, si toi, la contrainte A, tu n'étais pas là, voilà ma loi de probabilité. Vous voyez, c'est l'équivalent du champ de cavité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le champ créé par les n autres spins en l'absence du nouveau spin, sans prendre en compte cette fameuse rétroaction du nouveau spin. Et puis il y a une deuxième catégorie de messages, qui est on creuse une cavité un peu plus grande, c'est-à-dire qu'on va prendre la variable 1 et on va éliminer toutes les interactions auxquelles elle est connectée, sauf une. Par exemple, ici, j'ai gardé l'interaction C. Et donc ça va être plutôt un message qui va être envoyé de C à 1, qui est la contrainte C qui dit à la variable x1, eh bien écoute, si tu n'interagissais qu'avec moi contrainte C, ta loi de probabilité, ça serait MC vers 1 de x1. Et en fait, à partir de ces deux lois de probabilité, on peut écrire des équations fermées qui sont résumées ici. Donc par exemple, si je regarde la loi de probabilité de la variable 2 quand elle est connectée uniquement à C, donc ça c'est le message envoyé par C à 2, qui dit, C dit à la variable x2, eh bien ta loi de probabilité c'est quoi? Il fait un petit calcul, il regarde quelle est la loi de probabilité de x1 quand il n'est pas là, quelle est la loi de probabilité de x3 quand il n'est pas là, ça c'est les deux messages M1 vers C de x1, M3 vers C de x3, il multiplie par le facteur, psi C, et il somme sur les variables x1 et x3. Et ça nous donne la bonne loi de probabilité. Et la loi de probabilité inversée, c'est simplement le produit, puisque c'est qu'est-ce qui se passe si C n'est pas là? Vous voyez que c'est le produit des lois de probabilité dû au facteur D, E et F qui est ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations de belief propagation. Les équations comme ça ont été écrites dans un cas beaucoup plus simple, qui est le cas du modèle, des modèles homogènes, comme un modèle d'Ising, simplement sur un réseau, par Bethe et Pyers. Mais dans ces cas-là, au lieu de tous ces messages, etc., on a juste un nombre qui est l'élémentation locale. Donc c'est beaucoup plus simple. Ce que je devrais dire, c'est que ces équations sont exactes si le graphe factoriel est un arbre. Et en fait, elles vont devenir exactes si c'est localement un arbre, à condition que les variables soient faiblement couplées. C'est-à-dire que si ici, j'imagine que j'ai une grande boucle qui va me passer de ce facteur-là à ce facteur-ci, alors il va induire des corrélations entre 1 et 3. Et donc, ma loi de probabilité de 1, 3, en l'absence de C, elle ne sera plus tout à fait factorisée. Il y aura une petite correction. Cette correction tend vers 0 à deux conditions. À condition que le chemin qui va de l'un à l'autre soit long, d'ordre log n dans les graphes localement en arbre, et que les corrélations décroissent à grande distance. Et là, tout le sel de ce qui se passe, c'est que si j'ai un problème dans lequel il y a plusieurs états, eh bien, ça veut dire que les équations belief propagation ne seront vraies qu'à l'intérieur d'un état. Et donc, on a ce système d'équations. Si je prends un graphe, si je reprends mon graphe factoriel, je vais avoir sur chacun des edges, des liens de ce graphe, chacun des côtés de ce graphe, je vais avoir un message qui passe dans un sens et un message qui passe dans l'autre. Donc j'ai des équations autocohérentes sur un nombre de messages qui est 2 fois le nombre de liens. Et en résolvant ces équations, donc ça c'est un problème algorithmique, on va pouvoir trouver une solution au problème. Mais quand il y a existence de plusieurs états, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs solutions des équations de belief propagation. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que s'il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'états, eh bien en fait, l'itération de l'algorithme ne converge pas. Il faut faire quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, ça va être de regarder la brisure de symétrie des répliques dans le cas des systèmes dilués, qui va nous donner des nouveaux messages qui vont être quelle est la statistique des messages normaux, si j'ose dire, quand je prends la statistique sur tous les états possibles. C'est-à-dire que maintenant, je vais dire que le message qui va de 1 à A, initialement, par exemple, si j'avais un spin, c'était un champ local, c'était le champ local dans l'état alpha qui va de 1 à A. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est quelle est la statistique de ces champs quand je prends des états au hasard.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a appelé la survey propagation, et qui se caractérise par la chose suivante, puisque les messages initiaux sont des variables qui sont sur les liens. Sur chaque lien, j'ai 2 messages. Eh bien, dans le survey propagation, on a des nouvelles variables qui sont les messages initiaux, et ils interagissent avec les facteurs qui sont les variables et les facteurs initiaux. Et donc, on a un nouveau graphe qui est le graphe qui va représenter le système quand on a une brisure de symétrie des répliques. Et ce graphe, si le premier est localement en arbre, celui-là est aussi localement en arbre, parce que les variables du nouveau graphe sont sur les côtés du graphe initial, et les facteurs sont sur les vertex du graphe initial. Donc c'est ce qu'on a pu faire en présence d'une phase vitreuse, et on l'a utilisé par exemple dans un problème bien connu qui est le problème de satisfaisabilité de contraintes aléatoires, problème de random satisfiability. Et ce qu'on montre, c'est que quand on augmente le nombre de facteurs, le nombre de termes d'interaction, c'est-à-dire quand on met plus de contraintes sur le système, eh bien, il y a plusieurs phases dans le système. Il y a une première phase où il y a une seule solution à les équations BP. On est l'équivalent de la solution Sherrington-Kirkpatrick. Tout est réplique asymétrique, si vous voulez. Il y a une seule solution aux équations algorithmiques. Si on a beaucoup de contraintes, on entre dans une phase où il y a 0 solution. Et puis, dans une zone intermédiaire, eh bien, il y a plein de solutions qui correspondent à des amas de solutions séparées. Et on peut, dans ce cas-là, utiliser cet algorithme SP. Cette méthode-là, donc, a été utilisée dans beaucoup d'autres problèmes. Si j'essaye juste de résumer en gros, parce que donc, il y a une très longue histoire qui maintenant a plus de 30 ans. La méthode de cavité est donc une méthode qui rend explicite les hypothèses cachées de la méthode de replica symmetry breaking. Elle aboutit aux mêmes résultats, aux mêmes équations, on obtient la même énergie libre, on obtient les mêmes paramètres d'ordre. Et elle a cet avantage qu'elle est basée sur des mathématiques qui ne sont pas celles des matrices de dimension 0 par 0, que j'adore par ailleurs, ce n'est pas du tout une critique, j'adore les matrices 0 par 0, mais ça reste difficile à contrôler. Tandis que là, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Ce n'est pas simple, mais on peut le faire. Quand on étudie ces équations de cavité sur un seul échantillon, avant de faire la moyenne sur les échantillons, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut être transformé en un algorithme. Et cet algorithme s'avère être quelque chose qui est un algorithme qui est particulièrement efficace dans toute une grande famille de problèmes de satisfaction de contraintes. J'ai parlé du problème SAT, mais ça a été utilisé aussi dans des problèmes d'inférence statistique. Et récemment, on a utilisé ça pas mal, même pas seulement récemment d'ailleurs, mais aussi déjà une première fois dans les années 90, et les gens sont revenus dessus assez récemment, dans toutes sortes d'études liées au machine learning, à l'apprentissage machine dans les réseaux profonds pour les nouveaux développements d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui a eu un certain rayonnement dans un spectre de domaines assez large. Voilà, je vous remercie beaucoup.